Olivier, bonjour Philippe, bonjour José. Nous revoilà partis pour ce symposium USA France Financial 2025, la 5e édition. Annabelle Ballot, potier de la Chambre franco-américaine de Floride. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce panel où nous allons discuter du calcul de la retraite franco-américaine. Olivier, je te laisse te présenter et tes panélistes. Ça marche. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à la Chambre de commerce, encore une fois, et à toute l'équipe. Donc, rebonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui faire un petit atelier maintenant sur la retraite franco-américaine. On en a pas mal parlé déjà sur les sujets d'avant et vous étiez très demandeurs. Donc là, vous avez votre thématique de cet atelier maintenant. Ça va être sur les retraites franco-américaines. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, donc je suis Olivier Sureau, expert comptable et CPA, associé du cabinet USA France Financial Group. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Philippe Plantady, du cabinet Nouvelle Vie, qui est spécialisé sur la partie retraite et qui est franco-américaine et qui va nous parler de toutes les problématiques de calcul des droits à la retraite. Donc Philippe, qui est le grand spécialiste sur ce sujet-là, la référence sur ce sujet-là. Avec nous également, nous avons la chance d'avoir José Pires, qui est branch manager du cabinet Jade Fiducial. Et donc, José est en charge des bureaux de Miami et d'Atlanta. Et voilà, il va nous parler également de fiscalité sur les retraites franco-américaines. Et enfin, nous aurons Alexandre, qui va nous rejoindre dans quelques instants, associé également du cabinet USA France Financial Group, et qui va nous parler de la stratégie patrimoniale liée aux retraites et notamment comment optimiser cette partie patrimoniale dans le cadre de sa retraite future. Donc, nous allons avoir d'abord Philippe Plantady qui va intervenir et par la suite, José et moi-même parlons de fiscalité et enfin, Alexandre conclura. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie discussion. Nous répondrons à la fin. Nous ferons une séance de questions-réponses à cet effet. Et je te passe la parole, Philippe, pour commencer cet atelier. Merci Olivier, bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, bonsoir depuis la France. Voilà, donc je suis Philippe Plantady, je vais vous parler des systèmes de retraite français et américains, de la convention de sécurité sociale qui lie les deux pays, et on va effectivement voir et mesurer l'impact d'une carrière entre ces deux pays. Donc la retraite française est aux États-Unis. Je reprends sur cette diapositive, je l'ai déjà présentée tout à l'heure, peut-être qu'un d'entre vous l'ont vu lors d'un précédent atelier. Donc c'est l'architecture du système de retraite en France. On a deux niveaux de protection, un régime obligatoire, enfin un niveau de protection obligatoire et un niveau facultatif. Dans le système obligatoire, il y a deux niveaux de protection, le régime de base, où on valide les trimestres, donc il y en a un certain nombre, il y a 42 régimes de retraite en France, un pour les salariés, un pour les indépendants, il y a des régimes spécifiques pour les professions libérales. Et vous avez à tous ces systèmes de retraite, un système adossé de retraite complémentaire, des régimes en points. Donc le plus connu, c'est celui de l'Agirc-Arrco pour les salariés du privé, mais on a également pour chaque régime de retraite, pour les 42 régimes, un système de retraite complémentaire. Donc, quand vous allez faire valoir vos droits à la retraite en France, vous allez avoir affaire à minimum 2 interlocuteurs, un pour la base, un pour les complémentaires. Mais si vous avez une carrière un peu plus complexe, si vous avez été indépendant, fonctionnaire, si vous avez travaillé dans le parapublic, vous allez effectivement démultiplier le nombre d'interlocuteurs, parce que tout n'est pas centralisé. Alors, vous avez un système qui fédère un peu toutes les informations qui s'appelle Info Retraite, www.info-du6retraite.fr, sur lequel, avec votre numéro de sécurité sociale français, vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations concernant votre carrière. Vous aurez peut-être aussi des informations sur des systèmes de retraite par capitalisation qui existent en France, soit au sein d'entreprises, de banques ou d'assurances si vous les avez souscrits ou vous les aviez souscrits à titre individuel, soit au sein d'entreprises comme des PERCO ou des plans d'épargne retraite collectifs. Le système de retraite américain est un peu articulé de la même façon, sauf qu'on a que deux niveaux de protection, un obligatoire où tous les salariés cotisent, le système de la Social Security Administration, et là donc tous les salariés aux États-Unis cotisent à quelques exceptions près. Le deuxième niveau est un système par capitalisation qui est facultatif, à la fois en tant qu'individu ou en tant que collectif au sein d'entreprises. Vous pouvez avoir
des avantages au sein de votre employeur avec des systèmes de capitalisation comme les 401(k), 403(b) ou d'autres supports que votre employeur pourrait vous proposer avec un abondement de l'employé et de l'employeur. Donc ces 2 systèmes sont effectivement frères et sœurs, comme on peut en dire. Au niveau de la retraite française, on a des âges de départ en retraite qui sont fixés entre 62 et 64 ans avec la réforme 2023. Si vous suivez l'actualité en France, vous n'êtes pas sans savoir que le Premier ministre, Monsieur Lecornu, a fait une annonce comme quoi il allait suspendre l'application de cette réforme, proposer la suspension de l'application de cette réforme. Donc à ce jour, rien n'est acté. Il y a eu un projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'on va détailler juste après, mais qui pour l'instant n'est pas voté. Donc aujourd'hui, on est toujours sur l'application de la réforme 2023. Donc on va voir potentiellement les impacts que ça pourrait avoir si cette réforme était suspendue. On a 2 notions qui sont importantes, donc au niveau des systèmes de retraite en France. Une notion d'âge, entre 62 et 64 ans pour avoir son premier âge de départ en retraite et un âge du taux plein qui est fixé à 67 ans. C'est-à-dire qu'à 67 ans, quelle que soit votre carrière, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez acquis ou cotisés, vous allez percevoir les droits que vous avez acquis dans les régimes français sans minoration. Avant 67 ans, pour les percevoir sans minoration, vous avez une condition de durée totale d'activité à justifier et ça, elle est définie en fonction de votre année de naissance. Vous allez effectivement également pouvoir, avoir des trimestres de validés, pour justifier de cette durée si vous avez eu des enfants, si vous avez, eu des congés parentaux. Il y a également des trimestres qui sont pris en compte pour les périodes de chômage. Donc il y a effectivement dans votre reconstitution de carrière tout un panel de droits qui peuvent être pris en compte, en plus des trimestres cotisés par vos activités professionnelles en France. En France, on cotise sur le plafond annuel de la sécurité sociale qui est fixé à 43 742 € en 2025 et pour calculer votre retraite, on va prendre en compte les 25 meilleures années de revenus. Si vous avez au moins 25 ans, si vous en avez que 10 ou 15, on calculera votre salaire annuel moyen sur les 10 ou 15 années d'activité que vous avez eues. Le taux maximum que vous allez percevoir, c'est 50 du salaire annuel moyen et ensuite une proratisation est faite en fonction du nombre de trimestres cotisés validés dans les régimes français. Le montant maximum d'une retraite en France est fixé dans le régime des salariés à 1 657 € net par mois pour une personne qui a une carrière complète en France et qui a cotisé ces 25 dernières années au plafond annuel de la sécurité sociale. La réforme donc 2023 qui potentiellement pourrait être suspendue dans le cadre du projet de loi, de financement de la sécurité sociale 2026 viserait à figer les âges de départ en retraite à la date d'effet de cette, suspension, c'est-à-dire au 1er janvier 2026. Donc on fixerait a priori l'âge de départ en retraite à 62 ans et 9 mois et on stabiliserait les trimestres à 170 et 171 trimestres, sachant que cette, proposition de suspension de la réforme 2023, elle est faite jusqu'en 2028, jusqu'au 1er janvier 2028. Ensuite, le législateur devra se repositionner, savoir est-ce qu'on reprend la l'application de cette réforme 2023? Est-ce qu'on refait une nouvelle réforme de manière à ce qu'on puisse à ce moment-là, redéfinir un premier âge de départ en retraite et un nombre de trimestres requis pour avoir, ses retraites à taux plein avant l'âge du taux plein automatique de 67 ans. Donc, aujourd'hui, nous sommes, dans l'incertitude, hein, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites dans les médias. Il y a effectivement beaucoup de négociations qui sont faites au sein de l'Assemblée nationale. Donc on attend, d'en savoir un peu plus sur l'application ou pas, de cette réforme, de cette suspension de la réforme 2023. On verra effectivement dans les prochaines semaines si un consensus, aboutit ou pas et donc nous en saurons effectivement un peu plus sur les personnes qui seront impactées. A priori, si c'est voté tel que, ça pourrait être les millésimes 1964, 1965 qui pourraient être impactés par cette suspension.
Donc, les retraites qui sont des régimes en points. Donc, pour chaque retraite complémentaire, on va totaliser le nombre de points que vous avez acquis par vos cotisations. On va ensuite le multiplier par une valeur de service et vous aurez le montant de votre retraite complémentaire brute annuelle. À ceci pourra s'appliquer un coefficient minorateur si jamais vous ne remplissez pas la condition de durée d'activité pour avoir vos retraites à taux plein. Si vous avez une minoration dans le régime de base, vous aurez automatiquement une minoration dans vos retraites complémentaires. Donc, quand je vous disais de consulter, si possible, et d'avoir accès à votre espace personnel sur le site Info Retraite, ça a une vertu pédagogique et une vertu de préparation de votre situation, de manière à savoir précisément combien vous avez acquis de trimestres en France. Est-ce que toutes les périodes d'activité sont bien reconnues? Est-ce que vos périodes de chômage, est-ce que votre service militaire est pris en compte? Toutes ces valeurs et toutes ces données qui sont des éléments essentiels dans la préparation de votre situation pour déterminer le meilleur moment pour demander vos pensions françaises. Au niveau de la Social Security américaine, on a des âges qui sont à peu près alignés avec la France. On a un Full Retirement Age, un âge du taux plein qui est fixé à 67 ans, qui est décalé progressivement pour les générations entre 57 et 1960, entre 66 ans et 6 mois et 67 ans. On a un premier âge qui est fixé à 62 ans. On peut donc, entre 62 et 67 ans, percevoir sa retraite américaine avec application d'une décote, entre 25 et 30 selon qu'on anticipe entre, 48 et 60 mois. Si vous, pour demander votre retraite américaine, pardon, vous devez justifier de 40 crédits, 40 trimestres de validés dans le régime de la Social Security américaine, ça correspond à 10 années d'activité. On a vu que la convention de sécurité sociale pouvait venir à votre secours pour atteindre ces 40 crédits, dans la mesure où on peut consolider votre carrière pour bénéficier d'un ajout et d'une addition de vos trimestres français et de vos trimestres américains pour justifier de ces 40 trimestres. En revanche, si vous avez moins de 6 crédits, la convention ne pourra pas venir à votre secours et donc vous ne pourrez pas percevoir une pension de la Social Security américaine. Il y a un mécanisme de bonification si vous différez votre perception de la pension de la SSA entre 67 et 70 ans. Vous pouvez percevoir jusqu'à 8% par an au prorata du nombre de mois de décalage. Comme en France, vous cotisez sur un salaire maximum fixé à 176 100 dollars en 2025 et le montant maximum d'une retraite de la Social Security en 2025 est de 46 310 dollars par an pour une personne qui a cotisé 35 années au plafond de cotisation maximum chaque année. La convention de sécurité sociale qui va venir vous permettre d'optimiser, de préserver les droits que vous avez acquis des 2 côtés, de l'Atlantique. Côté France, elle va vous permettre de totaliser le nombre de trimestres que vous allez pouvoir justifier pour avoir votre retraite à taux plein avant l'âge de 67 ans. C'est-à-dire qu'on va additionner les trimestres français et les trimestres américains et si le total de cette addition vous permet d'atteindre le nombre de trimestres requis en fonction de votre année de naissance, vous pourrez percevoir vos retraites françaises sans minoration, que ça soit la base et la complémentaire. La convention vient également, comme je le disais précédemment, également à votre secours si vous n'avez pas atteint les 40 crédits aux États-Unis pour obtenir le versement d'une pension de la Social Security. Le montant donc de chaque pays est versé au prorata du nombre d'années de cotisation et en fonction des salaires que vous avez eus dans le pays. Les salaires américains serviront à calculer pardon, la retraite américaine et les salaires en France serviront à calculer les retraites françaises. Pour percevoir votre retraite américaine ou française, si vous êtes un résident aux États-Unis, vous devez vous adresser à la Social Security. L'application de la convention vous oblige à déposer votre demande de retraite auprès du régime dans le pays dans lequel vous résidez au moment de la demande. Donc, si votre pays de résidence est les États-Unis, c'est la Social Security américaine qui va recevoir votre demande de retraite française. Si jamais vous devez partir des États-Unis et que vous deviez partir dans un autre pays,
inquiétez-vous de savoir si le pays dans lequel vous allez travailler à nouveau a une convention ou n'en a pas, et regardez s'il y a un cumul possible de conventions, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que en termes de validation de trimestre, au niveau de la sécurité sociale en France, on ne peut pas cumuler le plus souvent plusieurs conventions de sécurité sociale. Donc sur cette diapositive, on a repris plusieurs cas, plusieurs personnes qui sont de la même année de naissance et qui doivent justifier de 172 trimestres. La première, Nathalie, a fait 104 trimestres en France, 68 à Singapour. Il n'y a pas de convention avec Singapour, donc on neutralise d'office la période à Singapour. On a le cas de Claude qui a une carrière européenne, une personne qui a travaillé en France, en Pologne et en Allemagne. L'accord européen est un accord multi-pays et donc à ce titre, on va pouvoir additionner l'ensemble des périodes d'activité et donc Claude percevra ses retraites dès 64 ans sans minoration. Le cas de Anne qui a fait 104 trimestres en France, 68 aux États-Unis, ben, la convention franco-américaine, on s'est trompé sur le libellé de la flèche jaune, c'est pas convention franco-japonaise, mais franco-américaine, permet la totalisation des périodes. Et donc, à ce titre, Anne percevra ses retraites françaises dès 64 ans sans minoration. Le cas de Alain, pardon, qui a fait 104 trimestres en France, 62 aux États-Unis, 6 au Japon. Là, nous avons une règle de non-cumul. Donc, on a effectivement l'obligation de neutraliser la période la plus courte et d'appliquer à Alain la convention qui va lui être la plus favorable, celle avec les États-Unis. Donc, ça veut dire que Alain, il va lui manquer 6 trimestres à 64 ans pour avoir ses retraites françaises bases et complémentaires à taux plein. Et donc, il va subir une minoration qui sera proportionnelle aux 6 trimestres manquants. On a ensuite un cas un peu exceptionnel avec de la France, de l'Espagne et du Brésil, où ces 2 pays sont des pays signataires d'une convention avec la France, mais la convention brésilienne permet la prise en compte d'un État tiers. Donc c'est un cas exceptionnel. Il y a très peu de conventions pour le moment qui permettent la prise en compte d'un État tiers. Celle des États-Unis ne le permet à ce jour pas. Et donc, effectivement, il ne faut pas vous baser sur cette exception brésilienne qui permet effectivement d'accumuler plusieurs pays, 3 pays en l'occurrence avec l'Espagne et la France et le Brésil. Je reviens sur une diapositive précédente qui permet de détailler tous les trimestres qui vont être pris en compte donc dans votre durée de carrière en France, tous les trimestres cotisés en France, salariés, indépendants, fonctionnaires. Si vous avez été en détachement à l'étranger, idem. Si vous avez cotisé volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger, ces trimestres seront pris en compte. Et comme on l'a vu dans la diapositive précédente, tous les trimestres cotisés dans un pays ayant signé une convention de sécurité sociale avec la France, à condition qu'il n'y ait pas de cumul, pourront également être pris en compte dans le calcul de votre durée de carrière. Alors, juste pour revenir sur le cabinet Novel Vie Retraite, nous sommes effectivement un cabinet indépendant spécialisé sur le calcul des retraites de sécurité sociale en France et à l'étranger. Notre expertise porte sur les 42 régimes de retraite en France, sur bon nombre de retraites en Europe. Nous savons calculer la retraite anglaise, la retraite allemande, belge, suisse, italienne, néerlandaise, espagnole. Nous savons et calculer la retraite américaine, bien entendu, celle du Canada. Et nous avons également un intervenant au Japon qui nous permet d'accompagner des Français qui ont eu une carrière qui est passée par ce pays. Les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous devez cotiser volontairement dans un régime de Français de l'étranger? On a pu le voir que quelqu'un qui part dans un autre pays après les États-Unis peut avoir un intérêt à le faire dans la mesure où il n'y aura pas de convention dans ce nouveau pays ou une convention mais qui n'est pas cumulable avec celle des États-Unis. Donc ça peut effectivement représenter pour vous un intérêt. Idem sur le rachat de trimestres. En France, on peut racheter des trimestres pour année d'études ou année incomplète. Il n'y a pas possibilité de racheter de trimestres aux États-Unis. Donc, on peut se poser la question légitime d'un intérêt ou pas de racheter des trimestres. Donc ça, c'est un calcul de rentabilité qu'il faut faire. Le coût d'un rachat de trimestre est très onéreux. Un trimestre vaut entre 4 et 6 000 euros le trimestre. Donc si vous en rachetez 12, ça fait tout de suite une somme conséquente. Donc posez-vous la question du retour sur investissement de l'opération.
Est-ce que je pourrais percevoir mes retraites et continuer à travailler? Oui, vous pourrez percevoir vos retraites françaises, continuer votre activité aux États-Unis et demander votre retraite américaine un peu plus tard. Vous n'êtes absolument pas obligé de demander vos retraites françaises et américaines en même temps. La perception des retraites françaises et américaines peuvent être dissociées. Et donc, il y a un cumul de retraite française plus de salaire aux États-Unis qui est possible. Si vous faites une activité en France, le cumul emploi-retraite est plus compliqué. Il y a des règles différentes à remplir. Et donc, effectivement, ça sera un peu plus compliqué, mais c'est aussi également quelque chose de faisable. On parlait tout à l'heure de la date optimale, je vous en parlais notamment dans le processus de travail en amont, donc de consolidation de votre carrière. C'est quelque chose d'important de travailler en amont, de savoir quand vous allez devoir déclencher vos demandes de retraite. Parce que si vous remplissez la condition pour percevoir vos retraites à taux plein à 63 ans et que vous les demandez à 64 ans, vous avez perdu 12 mois de pension. Il n'y a pas de rétroactivité possible. Donc, anticipez bien les choses, travaillez bien en amont sur votre situation, consolidez bien les périodes françaises, les périodes américaines et en quelque sorte, de manière à ce que vous puissiez savoir quand précisément demander vos pensions françaises, même si l'instruction est très longue depuis les États-Unis avec l'application de la convention et l'intervention de la Social Security, puis l'intervention des organismes en France, il faut effectivement bien anticiper, bien préparer sa situation en amont. Question très importante à la retraite, quelle assurance maladie va me couvrir? Si vous êtes résident aux États-Unis et que vous avez au moins 40 crédits de validés aux États-Unis par votre activité sans intervention de la convention de sécurité sociale, vous pourrez bénéficier de Medicare. Si vous avez atteint 60 trimestres d'activité validés dans les régimes français, vous pourrez, tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis à la retraite, bénéficier d'une couverture maladie en France et vous serez alors à chaque fois que vous serez en France, couvert et vous pourrez vous faire soigner en France. Donc cet aspect important de l'assurance maladie était quelque chose à anticiper aujourd'hui. Si jamais il vous manque quelques trimestres pour atteindre les 60 trimestres et que vous souhaitez partager votre temps entre les deux pays au moment de la retraite, posez-vous la question de cotiser volontairement pour atteindre les 60 trimestres. Et vous pourrez percevoir vos retraites françaises et américaines, quel que soit votre lieu de résidence. Donc, comme je vous le disais, Nouvelle Vie est un cabinet indépendant. Nous sommes aujourd'hui plus de 30 collaborateurs. Nous existons depuis 1986 et donc notre seul métier est d'assister nos clients dans la connaissance et la perception de leur retraite française et internationale. Nos 2 prestations que nous avons établies sur des recommandations et sur du sur mesure pour chaque personne qui fait appel à nos services. La première, c'est un bilan retraite qui va vous donner de la visibilité, qui va partir de votre passé, travailler sur des scénarios futurs d'activité pour vous délivrer une étude précise en vous disant combien vous aurez, à quel âge vous allez pouvoir les percevoir, quels sont les scénarios d'optimisation. Et la deuxième prestation est une prise en charge des demandes de retraite. Si vous avez atteint l'âge de perception de vos retraites françaises, depuis les États-Unis, nous pouvons prendre en charge l'ensemble des démarches administratives. Pour ces 2 prestations, donc, nous avons des honoraires forfaitaires qui sont calculés en début de mission, de manière à ce que vous sachiez quand vous allez vous engager avec nous, combien vous allez devoir vous acquitter d'honoraires. Ces honoraires sont forfaitaires en fonction du temps de travail et de la complexité et de la carrière que vous avez pu avoir. Voilà, vous avez sur cette diapositive, mes coordonnées. J'ai été assez rapide, j'ai essayé d'être le plus succinct, le plus précis possible sur, les sujets de la retraite, américaine et de la retraite française. Si vous souhaitez discuter plus en détail de votre situation, je vous propose de me contacter soit par email, soit à travers le formulaire de contact qu'il y a sur notre site. Je vous proposerai un premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous sera gratuit, sans engagement. Nous prendrons le temps de discuter à travers une connexion Zoom, une visio Teams ou une communication téléphonique et je pourrai répondre à vos premières questions. Et si, si cela s'avère intéressant ou si vous le souhaitez, on pourra effectivement regarder comment nous pourrons collaborer ensemble sur votre situation au regard des retraites.
Voilà, je vais laisser la parole à Olivier et à José, qui vont vous parler de la fiscalité des retraites françaises et américaines. Et je vous retrouve à l'issue de la présentation d'Alexandre pour répondre aux questions d'intérêt général. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, j'ai vu que tu avais déjà pas mal de questions. Certaines, tu as répondu, mais je sais que tu auras pas mal de questions à la fin. Avec José, nous allons vous parler du calcul de la retraite franco-américaine, hein, vraiment axé sur la partie fiscalité. Et Alexandre, lui, vous parlera de la partie stratégie patrimoniale et investissement. Donc, dans ce cadre-là, on va un petit peu notamment le cadre fiscal franco-américain de ces retraites, à la fois du côté bien évidemment français, du côté américain. Donc, quand on parle du cadre fiscal franco-américain, on va vous parler des conventions fiscales, bien évidemment, dans laquelle le but de ces conventions fiscales, c'est bien évidemment, de ne pas payer l'impôt deux fois, mais également, José va vous en parler après, c'est de vous permettre d'avoir une certaine optimisation fiscale, puisqu'on a vraiment un vrai intérêt dans le cadre de la convention fiscale qui a été conclue entre nos deux pays. Donc, pour mémoire, on a 3, je dirais même 4 conventions fiscales. Celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la convention fiscale de non-double imposition qui concerne l'impôt sur le revenu et précisément les retraites. On a la convention sur les successions et donations dont on va parler dans 1 heure dans le cadre de notre prochain atelier, et l'accord de sécurité sociale dont Philippe vient d'évoquer, ce qu'on appelle le Totalization Agreement, qui définit notamment les trimestres entre nos deux pays, et enfin l'accord FATCA, qui régit l'obligation des banques françaises de divulguer de façon automatique un certain nombre de données bancaires concernant les comptes en banque que détiennent les résidents fiscaux américains en France. Donc, Philippe vous l'a évoqué, quand on parle de retraite, il y a les deux typologies, les retraites françaises et américaines. Là, on va parler à la fois des retraites françaises, des régimes de base de sécurité sociale, mais également tout ce qu'on parle de régime à caractère complémentaire à caractère obligatoire. Mais également, du côté américain, on va avoir d'un côté la Social Security, la fameuse retraite publique, et tous les produits complémentaires qui sont les fonds de retraite privés, dont on parle souvent des IRA, des 401k, Defined Benefit Plan, des SEP. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'on va évoquer aujourd'hui. Donc, la première question que j'aurais te poser, José, c'est dans le cadre des retraites et des placements, si demain nous avons des assurances vie françaises et des plans d'épargne d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut savoir dans ce cadre-là? Merci Olivier, bonjour à tous. Donc, point de vigilance important quand on parle de retraite, attention. Souvent on a le cas au cabinet, des gens qui arrivent, des expatriés qui arrivent, qui viennent nous voir, qui nous disent c'est bon, j'ai des retraites en France, j'ai l'assurance vie, j'ai des PE, plan épargne entreprise. Attention, malgré que ce soit défiscalisé en France, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Pour le fisc américain, ce sont des outils de placement financier. Donc attention, si il y a des revenus qui sont générés, effectivement en France, ça restera dans les enveloppes de l'assurance vie ou du PE, ce ne sera pas taxé. Par contre, si vous êtes résident américain, attention, ce sera taxé aux États-Unis. Donc, il y a des formulaires qu'on verra après pour les déclarer, autant les revenus que les comptes à l'étranger, et surtout, ne pas les oublier parce que les pénalités peuvent être conséquentes. On en reparlera aussi, mais notamment car les pénalités sont corrélées sur le montant des actifs et pas sur les revenus. Donc, attention. Merci José, très très important. Donc, quand on parle notamment de l'assurance vie, il faut savoir distinguer la partie assurance vie française et assurance vie américaine, comme l'a évoqué José. Donc, l'assurance vie française est un avantage fiscal en France, notamment si on ne fait pas de rachat, on n'a pas vraiment de fiscalité, à part les prélèvements sociaux, mais qui n'ont pas lieu d'être quand on est non-résident fiscal. Et dans le cas de succession, ça présente un intérêt. En revanche, aux États-Unis, José vient d'évoquer, attention, vous êtes imposé s'il y a des revenus qui sont issus de ces assurances vie, vous êtes imposé et il y a toute une compliance à effectuer et on en reparlera ultérieurement. Du côté des assurances vie américaines, en revanche, c'est vraiment assez optimal parce que du côté français, on aura la qualification d'assurance vie française, donc pas d'impôt sans rachat, pas de taxation tant qu'il n'y a pas de rachat et on aura le régime fiscal de faveur des successions. Et du côté américain, Alexandre va vous en parler tout à l'heure, on aura un vrai avantage, un vrai effet de levier au niveau de l'impôt notamment, on n'aura pas d'impôt, on n'aura jamais de fiscalité si tout est bien structuré. Si vraiment il y a une distribution, on considérera que vous prenez d'abord le capital, mais il n'y aura pas d'imposition dans ce cadre-là. Et c'est vraiment au dernier cas que les gains seront taxables, mais en réalité, si vous structurez bien, Alexandre va vous en parler, il n'y aura jamais de fiscalité et il y aura un avantage successoral qui sera assez conséquent.
Maintenant, la première question, une fois qu'on a défini ce champ d'intervention des plans de retraite, José, comment on a parlé tout à l'heure de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, comment s'articule cet article 18 de la convention fiscale, et notamment dans le cadre des retraites? Qu'est-ce qu'il faut que l'on sache dans le cadre de cet article 18? Effectivement, très important. Article 18 qui reprend les règles sur les pensions de la convention fiscale, donc qui dit que les produits retraite sont taxés uniquement et exclusivement dans le pays de cotisation. Donc c'est le lieu de cotisation qui sera le fait générateur de la taxation future de ces retraites quand vous les percevrez. Donc si c'est cotisé en France, ce sera taxé en France. Si c'est cotisé aux États-Unis, ce sera taxé aux États-Unis. Ensuite, si vous avez certains avantages fiscaux, notamment si vous êtes aux États-Unis et que vous choisissez de continuer à cotiser pour le régime français, donc vous avez le droit, vous pouvez, et vous avez le droit de déduire, donc dans les règles légales du pays, donc et aux États-Unis, vous pouvez déduire jusqu'à 23 500 de vos revenus américains, c'est-à-dire que toutes les cotisations qui seront payées pour le régime français pourront être déduites des revenus américains, donc à hauteur de 23 500 en 2025, et même jusqu'à 31 000 si vous avez plus de 51. Et donc voilà, et si dans le cas inverse, effectivement, si vous êtes, attention, ça fonctionne uniquement si vous n'avez pas la carte verte ou vous n'êtes pas citoyen américain. À partir du moment où vous devenez carte verte ou citoyen américain, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Et même si votre employeur fait des abondements en France dans vos produits retraites, à ce moment-là, attention, ce sera taxable aux États-Unis. Très bien, merci José. Donc maintenant, on va essayer de se situer dans différents scénarios. Donc premier cas de figure, je prends ma retraite, donc j'ai cotisé à les retraites françaises. J'habite aux États-Unis, je prends ma retraite aux États-Unis. Quel va être le niveau de taxation? Quelle va être ma fiscalité du côté américain et également du côté français sur ces retraites françaises en tant que non-résident fiscal français, je répète, et résident fiscal américain? Ok, donc on est résident américain et la taxation des retraites françaises, donc aux États-Unis, on fait appel à l'article 18 de la Convention et ce ne sera pas taxé aux États-Unis, ce sera taxé uniquement en France, on verra juste après comment, mais aux États-Unis, au niveau fédéral, il n'y aura pas de taxation et ça va même au-delà, ça ne rentre pas dans le calcul de votre imposition américaine. Donc, il n'y a aucun impact côté États-Unis au niveau fédéral. Attention au niveau des states, suivant le state où vous résidez. Tous les states ne reconnaissent pas les conventions fiscales. Alors attention, il faut bien vérifier les règles de chaque État. Très bien. Et ensuite, côté français, si on regarde de l'autre côté, donc on est toujours résident américain, mais c'est les retraites françaises taxées en France. Donc il y aura les cotisations sociales à hauteur de 3,2 qui peuvent aller jusqu'à 7,1, mais en général, on reste entre 3,2 pour les régimes de base et régimes complémentaires, un petit peu plus 4,2, plus l'imposition qu'on peut voir ici, donc jusqu'à 17 000 € de retraite. Donc il n'y aura pas d'imposition en France. Et toujours pas, article 18, toujours pas d'imposition aux États-Unis, malgré qu'il n'y ait pas d'imposition en France, il n'y en aura toujours pas aux États-Unis. Donc, jusqu'à 17 000 € de retraite, il y aura zéro fiscalité sur ces retraites, si vous êtes résident américain. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à 49 000 €. 49 000 €, vous avez le taux de prélèvement qui passe à 12%. Donc, si vous avez des retraites à hauteur de 49 000 €, à ce moment-là, ce ne sera pas 12% parce que les premiers 17 sont à 0, donc on sera autour de 8%. Et côté français, 8%, côté américain, toujours article 18, pas de taxation. Donc, vous resterez uniquement à 8%, qu'importe l'imposition que vous avez aux États-Unis. Si vous êtes au-delà, à ce moment-là, le prélèvement n'est plus libératoire. Sur la partie qui est au-dessus, vous serez soumis aux tranches marginales des non-résidents, donc que vous avez sur la partie droite, donc entre 0 et 29 à 20%, et au-delà de 29, 30%, et ça viendra se mélanger à vos autres revenus si vous avez d'autres revenus de source française. Merci José, parfait. Vraiment, l'avantage fiscal, comme tu le dis José, de cette convention va permettre d'avoir une fiscalité. Et là, on le voit, le vrai avantage dans ce tableau-là, d'être non-résident fiscal avec des retraites. Alors José, deuxième cas de figure, maintenant, c'est sur ces retraites américaines. Donc, je suis toujours aux États-Unis, je prends ma retraite. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces retraites américaines dont j'ai cotisé
Donc, retraite américaine, je suis résident américain, taxable aux États-Unis, et donc pas en France, ça reste aux États-Unis, taxé aux États-Unis. Donc, sur ce point-là, pas de sujet. Ensuite, il y a des avantages fiscaux. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu plus, c'est un petit peu plus ton domaine, mais il y a des avantages fiscaux pour lesquels on a déjà parlé, le 401K. Qui permet une déduction jusqu'à 31 000 $ par an, les SEB pour les indépendants, donc qui vous permettent de déduire jusqu'à 25% de vos bénéfices à hauteur de 50, un maximum de 50 000 cas par an, 70 cas par an, pardon. Vous avez ensuite les IRA, dont tu as mentionné tout à l'heure, donc qui vous permet des déductions aussi de 7 000 $ par an. Et vous avez aussi d'autres avantages comme le Roth IRA, où vous mettez, il n'y a pas de déduction immédiate, mais par contre, tous les retraits seront exonérés. Tous les gains que vous allez avoir à l'intérieur de ce contrat sera exonéré d'impôts. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et ensuite, les Defined Benefits Plan, ou avec une limite à 280K à l'année aussi. Ouais, très bien. Donc, vraiment bien profiter. On se dit souvent quand on vient aux États-Unis, et Alexandre vous en reparlera après, profitez des avantages qui s'offrent à vous, notamment par exemple si vous avez un employeur qui a la possibilité de vous offrir un plan de retraite, même si vous êtes là pour 2 ans, 3 ans, ça vaut le coup parce que c'est votre argent, j'insiste bien, vous mettez de l'argent de côté pour vous, c'est un avantage fiscal, on a une déduction fiscale, jusqu'à 31 500 $ par an si on a plus de 50 ans, et même entre 60 et 63 ans, maintenant on a des déductions fiscales supplémentaires, et vous avez le matching, l'abondement de l'employeur, donc là aussi c'est l'argent qu'on vous donne, donc c'est dommage de ne pas en profiter. Donc utilisez les outils fiscaux que vous avez, même si vous êtes là de façon temporaire. Vous savez qu'en plus, parfois, quand on dit qu'on va peut-être pas rester aux États-Unis, au bout de 20 ans, encore là, on n'a rien fait. Donc, profitez de ces outils-là. Comme le dit José, c'est intéressant. Profitez, si vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des méga backdoors au niveau de votre employeur. Méga backdoor, c'est en gros, c'est si entre ma cotisation et la cotisation employeur, je suis inférieur à 70 000 $, le différentiel que j'ai mis dans un plan de retraite, j'ai mis 23 500 $, mon employeur a mis 6 500 $, donc j'ai mis 30 000 $ dans un plan de retraite. Le différentiel jusqu'à la limite légale d'un plan de retraite américain formaté est 70 000 $. Si l'employeur a cette possibilité-là, c'est beaucoup de compagnies l'ont, j'aurai la possibilité de faire ce qu'on appelle un méga backdoor, de cotiser de ma propre poche 40 000 $ dans un Roth, dans un plan de retraite qui sera Roth, et qui aura cet avantage fiscal futur. Donc là aussi, si vous avez des liquidités, si vous avez la disponibilité, si vous avez bien fait toute votre optimisation patrimoniale dont Alexandre va parler, profitez de ces outils-là également, parce que ce sont des vrais avantages fiscaux futurs, et vous vous positionnez dès maintenant pour votre futur, et vraiment, ce sera vraiment un avantage fiscal. Comme l'a dit José, en cas de retour en France, ces plans de retraite-là, normalement, sont taxables uniquement, exclusivement, donc du coup, aux États-Unis et pas en France. Le Roth, il y a eu des positionnements qui ne sont pas encore très figés, mais la plupart des positions qu'on a eues à ce jour ont tendance à dire qu'en fait, pour le fiscal français, pour le moment, un Roth IRA, c'est un plan de retraite, donc il n'y a pas de fiscalité en France dans le cadre de la convention fiscale. Il n'y a pas eu encore de contrôle ou de positionnement de BOFIP à ce sujet-là, mais certaines positions qui ont été établies, pour le moment, nous poussent à avoir une exonération totale du côté français. Maintenant, José, je suis résident fiscal. Comment je vais être taxé? Donc, résident fiscal français, non résident fiscal américain, je n'ai pas de passeport américain, je n'ai pas de carte verte. Comment sont taxés à la fois mes retraites françaises et mes retraites américaines en tant que non résident fiscal américain et résident fiscal français dans ce cadre-là? Okay. Donc, de l'autre côté, une fois qu'on est en France, donc si on a des retraites américaines, à ce moment-là, toujours article 18, donc taxé sur le lieu de cotisation. Donc, si c'est des retraites américaines, ce sera taxé aux États-Unis. Mais attention, en France, c'est pas comme aux États-Unis, ça impacte votre taux moyen. Ça rentre dans, le montant n'est pas taxé, mais il rentre dans le calcul de votre tranche marginale. Donc, il peut y avoir un petit frottement fiscal à ce niveau-là. Attention, il faut le savoir. Ça va impacter votre taux moyen. Et ensuite, donc, comment ça se passe au niveau de la fiscalité aux États-Unis quand vous êtes non résident? Donc, si c'est des retraites Social Security, donc c'est sécurité sociale US, il y aura un prélèvement forfaitaire libératoire de 30%. En réalité, c'est 30% de 85, mais c'est 30% sur 85% des montants, mais on va rester sur 30, c'est plus facile à retenir. Et pour tous les autres produits retraite et autres produits financiers, en général, il y a un retour à la source pour les non-résidents de 30%, mais attention, celui-ci n'est pas libératoire. Donc, c'est-à-dire qu'il vous faudra déclarer aux États-Unis vos revenus, déposer une déclaration fiscale
Et si votre taux moyen avec tous vos revenus est inférieur à 30%, à ce moment-là, vous recevrez le remboursement d'impôts que vous avez trop payé. Pour les retraites françaises, donc c'est facile, je suis en France, résident français, je perçois des retraites françaises, donc il y aura les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, un taux entre 3,8 et 9 points, qui peut se varier selon les revenus, et ensuite donc l'impôt sur le revenu pour des non-résidents qui va de 0 jusqu'à 45%. Comme tu l'as évoqué, ce sont les tranches d'imposition françaises et de ce côté-là, dans lequel on serait taxable en France en tant que résident fiscal français. Maintenant, l'autre aspect, donc, quand on parle de plan de retraite, qu'on a souvent tendance, je dirais, à oublier, c'est vous souhaitez prendre votre retraite, rentrer vivre en France, vous avez le passeport américain ou la carte verte. Et beaucoup d'entre vous se posent souvent la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rends mon passeport américain, ma carte verte, ou je ne veux plus m'entendre parler des États-Unis, c'est trop compliqué pour moi de faire des déclarations, j'abandonne ma carte verte, that's it. Attention, on a des implications fiscales aux États-Unis lorsqu'on rend ce passeport, cette carte verte. Notamment, on va regarder d'abord si vous êtes expatrié. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle un expatriate. C'est une personne soit qui rend sa carte verte et que cette carte verte, il l'a au moins depuis 8 ans. Donc, il a détenu cette carte verte depuis au moins de 8 ans, sachant qu'une année écoulée est une année comptée et une année entamée est une année comptée. Donc, j'ai ma carte verte en novembre, ça compte un an, je la rends en janvier, ça compte un an. Donc, techniquement, c'est plutôt 6 ans et demi. Ou alors, j'ai un passeport américain, je le rends. Dans ce cadre-là, on va vous considérer que vous êtes expatriate. Si vous êtes expatriate, on va regarder la deuxième qualification de l'IRS. Est-ce que vous êtes covered expatriate? En gros, c'est pour voir est-ce que vous êtes assujetti à une exit tax. En gros, on va se dire, on veut bien vous laisser partir, abandonner votre passeport, votre carte verte, mais ça se fait à un coût, ça a un prix. Donc, pour cela, on va regarder dans ce cadre-là, est-ce que dans le cadre où on est covered expatriate, on remplit l'un des 3 critères suivants. Premier critère, au moment où je rends mon passeport ou ma carte verte, l'impôt moyen que je payais par an au cours des 5 dernières années précédentes cette année où je rends mon passeport ou ma carte verte était de $206 000 par an. Donc, en moyenne par an, j'ai payé $206 000 d'impôt. En général, c'est un peu plus compliqué d'atteindre. On va regarder le deuxième critère. Si je n'atteins pas le premier critère, on regarde si on atteint le deuxième. C'est à chaque fois soit l'un, soit l'autre. Deuxième critère, c'est au moment où on rend son passeport, sa carte verte, son patrimoine est supérieur à $2 millions. Pour un couple, ça fait 4 millions. Dans la définition de patrimoine net mondial, ce qu'on appelle la net worth, on va regarder vos actifs immobiliers français, américains, étrangers, partout dans le monde, vos actifs financiers, vos stock options, mais également vos plans de retraite. À la fois les plans de retraite américains, 401k, mais également les plans de retraite accumulés français. Et si, dans ce cadre-là, on dépasse $2 millions, alors nous sommes assujettis à ce qu'on appelle l'expatriation tax. Si ce deuxième critère n'est pas rempli, on regarde quand même un troisième critère. Le troisième critère qui est important, dans ce qu'évoquait José tout à l'heure, c'est est-ce que je suis à jour de mes obligations fiscales dans les 5 années précédentes l'année où je rends mon passeport, ma carte verte. Et être à jour, ce n'est pas déposer ses déclarations fiscales, c'est effectuer des déclarations correctes. Un exemple, José vous l'a évoqué tout à l'heure, vous n'avez pas déclaré votre assurance vie française, votre plan d'épargne d'entreprise français, vous ne l'avez pas déclaré, vous n'êtes pas à jour. Donc là, peu importe les montants, même si vous avez un patrimoine de $200 000, vous serez automatiquement expatriate. Ça veut dire une chose, c'est qu'il faut absolument vous mettre en conformité avant, aller voir José et se mettre à jour de vos déclarations fiscales avant de pouvoir entamer les démarches pour rendre son passeport ou sa carte verte. Une fois que je rentre dans ces critères de covered expatriate, en fait, on va considérer que vous liquidez, c'est comme si vous liquidiez l'intégralité de votre patrimoine. Donc, il y aura 2 niveaux. Le patrimoine, je dirais les actifs, patrimoine immobilier, patrimoine financier. On va faire comme si vous liquidiez votre patrimoine. Donc, on va calculer les plus-values, même si c'est du latent, même si vous ne vendez pas, les plus-values accumulées au moment où vous rendez votre passeport et votre carte verte. Si la somme de ces plus-values financières immobilières dépasse $870 000, ou alors tout ce qui est au-dessus de $870 000 de plus-value, vous allez être assujetti au régime des capital gains. Donc, on va rajouter cette somme à votre déclaration fiscale, la dernière que vous allez effectuer, donc par exemple 2025. Et deuxième niveau de taxation qui nous concerne aujourd'hui, ce qui est important, c'est on va vous taxer sur l'accumulation des plans de retraite. On va considérer que c'est comme si vous les liquidiez. Attention, c'est très important. J'ai un 401k, j'ai un IRA que j'ai accumulé toute ma vie. Même si légalement, je n'ai pas l'âge, dans le cadre de l'exit tax, expatriation tax, on va considérer que vous touchez toute cette somme d'un coup. Et on va la rajouter d'un coup sur votre déclaration fiscale. Donc ça, c'est une grosse pénalité fiscale. Vous avez la possibilité de demander un différement dans le cadre si vous avez un 401k, mais si par exemple vous avez un IRA, vous aurez l'obligation de payer l'intégralité à ce moment-là de
votre impôt sur cet RN, même si légalement, vous ne pouvez pas le prendre. En gros, on peut mettre sur une situation où vous êtes obligé de liquider, payer 10% de pénalité pour payer cet impôt d'exit tax. Donc, attention à cette conséquence fiscale, on a souvent tendance à l'oublier. La dernière conséquence fiscale, et là, j'insiste toujours là-dessus, on insiste toujours là-dessus, c'est si demain, vous rendez votre passeport ou votre carte, vous pouvez me dire, bah, moi, c'est pas grave, je paye l'exit tax, that's it. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on est citoyen américain en carte verte, nous avons un abattement de 13 990 000 $ sur l'intégralité des donations que l'on fait jusqu'à la succession. À partir du moment où vous devenez Coval expatriate, vous rendez votre passeport, votre carte verte. Si vous avez des enfants qui, eux, conservent leur passeport ou leur carte verte, toutes les donations futures que vous leur feront l'objet d'une taxation à la tranche marginale d'imposition qui existe aux États-Unis, dans le cas des successions et donations, 40%, sans abattement. Donc, cette année, je fais une donation à mon fils d'1 million de $. Bah, en fait, je ne suis pas taxé parce que j'ai 13 990 $ d'abattement. Si je rends mon passeport à ma carte verte et que l'année prochaine, je fais une donation à mon fils de ce même million de $, même si une donation d'un actif étranger hors US, comme mon fils est américain, il devra payer 400 000 $ d'impôts aux États-Unis et la charge de l'impôt est au bénéficiaire dans ce cadre-là. Justement pour éviter, parce qu'on pourrait se dire, moi, c'est pas grave, je suis plus là. Non, c'est votre fils qui aura la charge de cet impôt. Donc, attention à ces conséquences fiscales, il faut l'anticiper lorsque vous souhaitez rendre votre passeport, votre carte verte. Donc maintenant, José, une fois qu'on a parlé de tout ça, quels sont les formulaires fiscaux à connaître dans le cas des déclarations des revenus en France et aux États-Unis? Alors, effectivement, donc pour faire appel à la convention fiscale, il y a ce formulaire 8833 qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé pour des raisons de transparence. C'est toujours bien de l'ajouter pour montrer que vous avez bien tout déclaré. Ensuite, il y a les formulaires FATCA. Donc, vous avez la 8938 qui vous permet de déclarer vos actifs financiers à l'étranger. Donc, c'est là où on va déclarer les plans retraite privés notamment. Et ensuite, vous avez les FBAR, donc qui est la forme 114, qui sont les comptes pour déclarer les comptes bancaires à l'étranger. Et aussi, l'assurance vie, par exemple, rentre dans ces comptes-là. Donc, important de ne pas oublier. On a déjà parlé des pénalités et qu'il n'est jamais trop tard non plus de se régulariser. Donc, attention, si vous êtes déjà aux États-Unis, il n'est jamais trop tard pour se régulariser. Et ensuite, côté français, donc les formulaires importants, donc le 2041E qui reprend tous les prélèvements à la source que vous avez eus. Donc, c'est important pour bien que le calcul de votre imposition soit bien fait côté français. Et ensuite, vous avez la 2042 qui reprend l'ensemble de vos revenus. Et important aussi de noter qu'une fois que vous êtes non-résident, voilà, vous dépendez du centre des impôts des non-résidents qui se situe à Noisy-le-Grand. Oui, donc pensez bien, hein, pour faire la transition avec Alexandre, pensez bien à être en conformité d'un point de vue fiscal et contactez José chez Jade Fiducial pour vous régulariser parce que vous voyez qu'il y a des conséquences fiscales importantes dans le cadre des retraites, à la fois de ne pas confondre retraite et placement dans le cas des assurances vie des PE, pensez à vous régulariser, donc contactez José et Jade et également pensez bien à la compliance, à toutes les formalités à respecter dans ce cadre-là et à cet article 18 de la Convention fiscale franco-américaine. Et maintenant, une fois qu'on a évoqué ce sujet-là, il faut qu'on parle maintenant de l'aspect patrimonial. Comment optimiser son patrimoine en cas de sa retraite et pour anticiper sa retraite, Alexandre? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression d'avoir un écho. On t'entend un peu en écho là. Anna, et tu peux enlever le deuxième profil. On est tous en mute. Je pense qu'on est bon là. Parfait. Voilà, j'avais 2 fois le profil sur le même créneau. Pas de souci. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. On va parler justement donc de retraite et de solutions à disposition. Donc, je vous propose 2 choses dans ces 10 dernières minutes. 1, que faire de ces 401K et de ces plans de retraite? Et 2, quelles sont les stratégies à mettre en place ici aux États-Unis qui fonctionneraient, peu importe où on est à l'avenir. Donc, je vais me mettre en mode plein écran. Et donc, au niveau du 401K, nous avons 4 options.
Donc, je vais passer à la slide. Nous avons 4 options à notre disposition. Donc, premièrement, si on a un 401K et on part de son employeur ou qu'on aille qu'on rentre en France, nous avons la possibilité de pouvoir garder le 401K là où il est. C'est un ancien 401K, aucun problème. Deuxièmement, c'est de pouvoir sortir du 401K avec ses implications fiscales. Si on part avant 59 ans et demi, il y aurait 10% de pénalité. Après 59 ans et demi, il y aurait juste la fiscalité sur le revenu. Troisièmement, on peut transférer le 401K de l'ancien employeur vers le nouvel employeur sans implication fiscale et maintenant être dans le 401K avec les caractéristiques de ce nouvel employeur. Ou bien, on peut faire ce qu'on appelle un rollover, c'est-à-dire transférer son 401K vers un IRA, un Individual Retirement Account, qui est un compte maintenant personnel sur lequel on va pouvoir ouvrir toutes les solutions patrimoniales d'investissement à votre disposition, que ce soit également des fonds mutuels, mais également des ETF, des investissements, des actions, des annuités. Et on va se focaliser aujourd'hui sur 2 types d'annuités qui peuvent être intéressants à regarder, qui peuvent nous aider dans notre stratégie patrimoniale globale. Donc, on va regarder ces 2 solutions. Premièrement, ce qu'on appelle les capital annuities. L'objectif, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir continuer à faire augmenter la valeur du capital. Et donc, on va pouvoir le faire cette fois-ci, non pas que simplement sur un fonds mutuel, mais d'être sur les marchés financiers avec des coefficients multiplicateurs à la hausse et de la protection en cas de baisse, et tout ça pour 0% de frais. Comment est-ce que ça fonctionne ? Vous allez pouvoir donc avoir un ancien 400K, vous transférez un AET, vous y déposez un capital annuity. Vous allez être 100% investi sur le S&P 500. Vous êtes 100% agressif, quelle que soit votre tolérance au risque. Et pourquoi ça va être confortable de pouvoir le faire ? Parce que vous allez avoir à l'issue de la maturité de cet instrument, qui est généralement de 6 ans, renouvelable indéfiniment, un niveau de sécurité que vous pouvez choisir dès le départ. Ça peut être par exemple moins 10%, moins 20% ou même 100% sécurisé si vous êtes très conservateur. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que si à l'issue de la maturité à moins 10%, si le marché a perdu moins 9%, on n'a rien perdu. Mais si le marché a perdu moins 11%, on n'a perdu que 1%. S'il a perdu 23%, on n'a perdu que 13%. Les 10 premiers pourcents seraient protégés en cas de baisse. Or, sur 6 ans, le marché n'a jamais perdu plus de 20% en 6 ans. Ça n'est jamais arrivé de l'histoire. Est-ce que ça peut arriver à l'avenir ? La réponse est oui. Est-ce que c'est probable ? La réponse est non. Ça va donner un certain niveau de sécurité. À l'inverse, si le marché est en hausse, on va avoir un niveau de rendement qui est illimité. Le potentiel de rendement est illimité. Et en plus, on va avoir un coefficient multiplicateur de 105% de l'augmentation du marché. C'est-à-dire qu'on a un bonus de 5% supplémentaire au-delà du marché. Si le marché finit à 10, on est crédité 10,5. Si finit à 100, on est crédité 105. Si finit à 200, on est crédité 210. Et tout ça pour des frais de 0%. Si on est confortable de rester 6 ans dans le contrat, on n'aura payé aucun frais et on aura été sur les marchés 100% agressifs avec de la protection 4 baisse et des coefficients multiplicateurs à la hausse. Donc, intéressant à considérer ce type de solution. C'est de toute manière, l'objectif, c'est de faire continuer à grandir la valeur du patrimoine. Un autre type est ce qu'on appelle des income annuities, qui aura pour objectif, à terme, de générer des revenus garantis à vie. Et on va voir qu'en ce moment, le terreau est favorable parce que les marchés sont élevés. On va pouvoir loquer ça. Et on va pouvoir également loquer les taux d'intérêt élevés. Ils sont en train de descendre. Et donc, quelles sont ces garanties-là et comment est-ce que ça fonctionne ? Prenons l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a 55 ans. Alors, on peut commencer à 65, 70, 48. Prenons quelqu'un qui a 55 ans et qui a pu accumuler 500 000 $ dans son 401K. Une belle somme. Et maintenant, change d'employeur. Et a pour objectif de prendre des revenus à terme. On n'est pas obligé de choisir quand on met en place le contrat, quand on va prendre le revenu, mais on peut déférer jusqu'à 12 années. Donc, si quelqu'un défère, qu'est-ce que ça pourra faire ? Cette valeur-là de capital, il va avoir une augmentation garantie de la valeur sur laquelle une minimum benefit value va être calculée, sur cette valeur-là, vous allez avoir un revenu garanti à vie. Et chaque année, on va attendre, on va avoir une augmentation garantie. Immédiatement, dès le dépôt de cet argent-là, on a une augmentation immédiate de 30%. Les 500 000 $ se transforment en 650 000 $. Et chaque année où on est confortable d'attendre, ça va augmenter de 9,5%, net de frais. Garantie, compounded sur la valeur précédente. Ce qui fait que, par exemple, 12 ans plus tard, à 67 ans, ces 500 000 $ se transforment en 1 931 447 $. Garantie. Worst case scénario. Et c'est cette valeur-là sur laquelle va être calculé un revenu garanti à vie, qui est autour des 4,5-5% à 67 ans, c'est 4,7% à peu près, qui nous fait un revenu garanti de 91 164 $ de revenu garanti à vie sur la base d'un dépôt de 500 000 $ initial, où ce montant sera payé jusqu'au décès. Donc,
Pas inintéressant, sachant que l'objectif sera de sortir qu'un petit peu d'argent chaque année de notre 401(k) pour lisser l'impact fiscal. Donc, ce type de solution peut être intéressante pour avoir des revenus garantis à vie à des taux extrêmement attractifs en ce moment. Et on va conclure aujourd'hui sur les stratégies à notre disposition. On va parler stratégie française et de solutions à notre disposition. La stratégie à la française, la voici, elle est classique. Généralement, quand on s'exporte aux États-Unis, on reste dans ce cadre-là. On essaie d'augmenter cette valeur patrimoniale, on se diversifie, on essaye de pouvoir avoir du financier, de l'immobilier, etc. Et un jour, on va prendre notre retraite avec l'objectif, avec les revenus générés par ce patrimoine, de ne plus avoir à travailler, d'avoir le style de vie qu'on souhaite avoir pour le reste de notre vie. Donc, on va accumuler du patrimoine et vivre des intérêts générés. Or, quand on part à la retraite, on va face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué. Les 5 risques majeurs sont 1, la longévité, deuxièmement, la taxation, troisièmement, l'inflation, quatrièmement, l'ordre et rendement et cinquièmement, le risque en lui-même d'investir. Les autres risques sont les coûts de la santé, les problématiques de sérénité, les problématiques de transfert d'argent international et ainsi de suite qui vont mettre tellement de pression au quotidien que cette stratégie dite à la française classique ne fonctionnera pas. Elle est vaine. Ça va être extrêmement compliqué de réussir sa stratégie patrimoniale dans ce cadre-là. Nous avons une opportunité, c'est d'être révision fiscale américain aujourd'hui. Peu importe où on a l'avenir, parce que nous avons un lien avec les États-Unis et on va pouvoir, si on se positionne de manière optimale, pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Voici comment on va pouvoir le faire. Il s'agit de pouvoir mettre en place 2 types de stratégies. Une stratégie qu'on dit de flooring et une stratégie de bucketing. Flooring, c'est de comprendre qu'on a un certain nombre de dépenses de base sur lesquelles on veut avoir des revenus garantis à vie. Si par exemple 5 000 $, c'est le revenu sur lequel vous souhaitez avoir pour le reste de votre vie de manière garantie, l'objectif c'est de faire en sorte d'avoir ce revenu garanti à vie. Le reste des revenus générés par le patrimoine, c'est ce que vous appellerez le fun money, le paycheck. Les 5 sources de revenus garantis sont 1, la sécurité sociale française, les sécurités sociales américaines, les complémentaires de retraite françaises, les defined benefit plans, si vous avez encore la chance d'avoir un employeur qui vous paye une pension, et dernièrement, ce qu'on appelle les annuities, income annuities, comme on va voir. Si le cumul de ces 5 sources de revenus fait que vous avez des revenus garantis pour le reste de votre vie pour les dépenses de base, maintenant on va passer à une stratégie qu'on appelle de bucketing, qui nous dit simplement que stratégiquement parlant, au lieu d'avoir un montant d'argent sur lequel on va essayer de vivre des intérêts pour le reste de notre vie, on va simplement prendre 2 phases de notre vie, les go-go slow-go et les slow-go no-go. Go-go slow-go, on a la vitalité, on a la santé, on a les enfants, les petits-enfants, on veut profiter de la vie et je touche du bois pour que ça dure le plus longtemps possible. Et malheureusement, les slow-go no-go, les pépins de santé vont se développer, les pépins liés à la santé et les coûts à la santé vont se développer et on aura peut-être des besoins successoraux. Stratégiquement parlant, c'est de dédier des actifs, par exemple 20 à 25% du patrimoine quand on partira à la retraite sur la stratégie bucketing qui est dédiée à 80 ans plus, et de pouvoir dédier 80% du reste sur les 20 premières années de la retraite. Quand on en a le plus besoin, on a les santé, les enfants, les petits-enfants, on veut dépenser un maximum. Et pour ce faire, on va utiliser un instrument qu'on appelle le Wally. Donc, au lieu d'être dans une stratégie à 100% et on vit uniquement des intérêts générés par sa stratégie de retraite, on s'organise mieux et on a 80% du patrimoine qui est exactement les mêmes actifs qu'une stratégie classique, immobilier, financier, etc. Mais on a 20% du patrimoine dans un actif qui, lui, est garanti d'augmenter, plus fort que l'inflation et tax-free, et en plus, il y a une assurance d'essai attachée, ce qu'on appelle un WALI, Wealth Accumulation Life Insurance, ou Cash Value Life Insurance, qui est garanti d'augmenter. Et donc, si on prend sa retraite à 60 ans, et qu'on est garanti que 20 ans plus tard, si on ne le touche pas, parce qu'il est 100% liquide, on peut le toucher, mais si on ne le touche pas, qu'il est garanti d'augmenter à 55% et 75% en cas de décès, comme on a la garantie d'avoir de l'argent pour plus tard, à 80 ans plus, et maintenant, on a la permission de pouvoir dépenser entre 60 ans et 80 ans le capital et les intérêts de 80% de notre patrimoine. Et quand on dépense 80% de capital intérêt comparé à juste vivre de 100% des intérêts, ça nous permet d'augmenter de 40 à 60% vos revenus de retraite en payant moins d'impôts, quels que soient où les actifs sont situés, en prenant moins de risques, parce qu'on a moins en moins d'actifs de croissance et donc moins en moins de risques dans la stratégie. On va payer moins d'impôts, on va prendre moins de risques, on va assurer l'aspect successoral et on va démultiplier nos revenus. Et donc, pour conclure, au lieu d'avoir 80% ici, on a 60%. Les autres 20% sont là pour les annuités, notamment avec le compte de retraite, qui vont avoir des revenus garantis à vie pour les dépenses de base. Et au-delà, on a ce montant-là qu'on va dépenser sur 20 ans qui va nous permettre d'augmenter massivement nos revenus de retraite. Et le jour où on en a besoin, on aura du cash à notre disposition, garanti d'être là, tax-free, et en plus avec un effet de levier tax-free pour la génération future, peu importe où on est dans le monde. On arrive à la fin de notre heure. Je suis allé très vite parce que j'avais que 10 minutes. Si vous avez des questions et que ça vous intrigue et que ça vous intéresse, c'est la stratégie la plus optimale à mettre en place. C'est de prendre en considération une stratégie à la française et la coupler à une stratégie de flooring et de bucketing. Je vous invite à continuer notre discussion ensemble
parce que le jeu en vaut la chandelle et celui de votre famille également. Donc, n'hésitez pas à prendre contact pour qu'on puisse continuer à travailler sur votre stratégie patrimoniale. À très vite. Alexandre, José, est-ce que tu veux il y a peut-être une ou deux questions qu'on peut répondre? Il y a Jean-Pierre qui nous pose une question. Nous sommes résidents US et résidents fiscaux US. Nous touchons des retraites françaises et qui sont imposées en France et non imposables. Nous ne déclarons pas ces retraites dans notre 1040 et ne complétons pas le 8833. Les instructions pour le formulaire 8833 disent qu'il n'est pas nécessaire de le compléter pour une exemption des retraites. Pourtant, certains recommandent de le compléter. Y a-t-il un risque réel si nous continuons à ne pas déclarer les retraites françaises dans notre 1040 et ne pas compléter le 8833? Alors, je sais pas si on t'entend. Je pense que tu es en mute, oui. Exactement. Merci Philippe. Ça doit être mieux maintenant. Oui. Alors, effectivement, comme je disais, le formulaire 8833, il n'est pas obligatoire. Nous, la position de Jet Fiducial, c'est de l'ajouter pour des raisons de transparence, mais il n'est pas obligatoire et l'IRS ne peut pas vous pénaliser pour ne pas l'avoir mis dans votre déclaration. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Effectivement, beaucoup de cabinets comptables, beaucoup d'experts comptables recommandent de le mettre. La position fiscale est de l'ajouter, mais c'est important de savoir qu'il n'est pas obligatoire et l'IRS ne peut pas vous pénaliser pour ne pas l'avoir mis. Donc ça, je pense que ça rassure Jean-Pierre dans sa question. Alors, on a Chloé qui pose une question. Quel est l'intérêt de cotiser à la CFE s'il existe déjà une convention bilatérale? Est-ce que cette cotisation est déductible des impôts US? Si oui, jusqu'à combien par an est-il possible de déduire? Alors, je vais juste répondre au début. L'intérêt de cotiser à la CFE, potentiellement, si vous avez pas l'intention de rester aux États-Unis ou si vous avez d'autres pays en ligne de mire, ça peut être quelque chose d'utile. Pour avoir une couverture maladie également aux États-Unis, en France, à la retraite, ça peut être quelque chose d'utile si vous ne résidez pas en Europe au moment de la retraite. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pas regarder uniquement d'un point de vue basique à combien le coût. Il faut regarder aussi dans quel esprit on pourrait vous recommander de le faire. Sur la fiscalité, je laisse José répondre. Donc, tout à fait. Sur la partie fiscalité, alors effectivement, comme je disais, ça peut être déductible des revenus américains, mais attention, uniquement si vous n'avez pas de carte verte et si vous n'êtes pas citoyen américain. Si vous êtes sous visa en tant qu'expatrié aux États-Unis, vous pouvez déduire de vos revenus. Donc, en 2025, la limite légale est de 23 500 et qui monte jusqu'à 31 000 si vous avez plus de 50 ans. C'est la limite des États-Unis, donc oui, la réponse est oui, vous pouvez déduire si vous n'êtes pas en carte verte ni citoyen américain. Ok, merci José. Donc Jean nous demande, j'aurai 67 ans dans 13 mois, dois-je déposer ma demande de retraite française auprès de la SSA maintenant ou seulement préparer le dossier maintenant et attendre mes 67 ans? Alors Jean, pour demander une retraite française depuis les États-Unis, le délai est relativement long, je dirais au moins 18 mois. Donc si votre dossier est prêt, vous pouvez le déposer maintenant, le temps que ça arrive en France. Alors, ça peut être, si la Social Security fait son travail rapidement, ça peut être effectivement, ça peut coincer au niveau de la France. Donc, je dirais, initiez-le d'ici quelques mois, mais n'attendez pas le dernier moment pour le faire parce que c'est quand même très, très long. Donc on a déjà répondu à la question de Pascal. Et donc Benjamin nous disait qu'on avait répondu à sa première question. Alors, et la deuxième, c'était puis-je transférer l'intégralité de mes trimestres US et français pour liquider une retraite d'auto-entrepreneur? Alors, si vous êtes, je lis le début, vous êtes déjà pensionné militaire, vous avez une carrière militaire, vous percevez déjà votre pension, vous restez employé aux États-Unis jusqu'à l'âge de 65 ans et en plus vous êtes auto-entrepreneur en France. Donc ça veut dire que vous cumulez des droits dans les deux pays.
vous cotisez aux États-Unis par votre activité américaine et vous cotisez en France en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, vous êtes en train de cumuler des trimestres et des droits dans les 2 pays. Donc, au niveau des trimestres, si vous avez 4 trimestres de validés en France et 4 aux États-Unis, au niveau d'une année civile, on vous compte que 4 trimestres. En revanche, vous allez cumuler intégralement des droits dans les 2 pays. Donc, dans votre situation, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à l'application de la convention parce que vous cotisez en simultané, excepté peut-être si vous ne validez pas 4 trimestres par votre activité en tant qu'auto-entrepreneur en France. À voir effectivement comment ça se déroule au niveau des revenus que vous avez en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Écoutez, merci à tous. Merci José d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et puis, voilà, bonne fin de journée à tous et au plaisir d'échanger avec certains d'entre vous. Et à bientôt José sur une réunion en webinaire ou en présentiel. Merci Philippe, merci à tous. Bonne fin de Merci. journée. Au revoir.